Salutations tête de naze, c'est moi le chef et bienvenue dans cette petite review hebdomadaire de la semaine du jour d'aujourd'hui de l'heure qu'il est, de Nanatsu no Taizai, The Seven Deadly Sins, les 7 péchés capitaux, t'appelles ça comme tu veux. Aujourd'hui on va parler de l'épisode 14. Alors comme d'habitude, si tu n'as pas encore vu l'épisode, je te conseille de foutre le camp d'ici, d'aller le voir et de revenir après. Si tu restes, faudra pas venir te plaindre que tu vas être spoilé. Voilà. Même la miniature devrait pas trop spoiler, mais casse pas les couilles. S'il te plaît. Merci. Au revoir. Oui. Bon, avant d'attaquer cet épisode, je vais revenir sur un point que j'ai évoqué dans la dernière review, où je parlais que je trouvais un peu dommage que tous les personnages féminins de la série soient nécessairement impliqués dans une romance à plus ou moins court terme, ou à plus ou moins grande échelle. Et il y en a dans les commentaires qui m'ont répondu, bah oui mais les hommes aussi sont impliqués dans des romances du coup. C'est pas le problème. T'es bête? Oui, parce que si les femmes sont impliquées dans des romances, faut bien qu'elles soient dans des romances avec quelqu'un. Bah, ça pourrait être avec d'autres femmes dans l'absolu, mais évidemment. Ce que je reprochais à Seven Deadly Sins, sans vouloir faire mon SJW féministe à la con, c'était que chaque personnage féminin a forcément une interaction amoureuse avec un autre personnage masculin principal. C'est ça qui est un peu chiant. Et le principal, souvent le principal storytelling autour de ces personnages, c'est surtout cette relation amoureuse. Voir Diane, le principal histoire autour de Diane, bah c'est ce triangle amoureux avec Meliodas et King. C'est un peu pareil pour Elisabeth, c'est un peu pareil pour Ban avec Hélène et tout. Et en plus, apparemment, c'est un peu le cas avec Merlin aussi. Avec Escobar, Escanor, ça ressemble. Mais avec Escanor, apparemment, il y a un délire aussi. Donc j'ai trouvé ça un peu... je trouvais pas ça... Je disais pas que c'était sexiste ou quoi que ce soit. Je dis juste que c'est un peu redondant et un peu dommage que tous les personnages soient uniquement des... Enfin, soit pas uniquement, mais soit principalement quand même... en grande partie définie par une relation amoureuse avec un autre personnage féminin du délire. C'est un peu dommage que ça soit juste l'un des seuls critères relationnels qu'on va explorer dans Seven Deadly Sins. C'est pas les seuls, mais c'est quand même assez redondant dans la série. C'est ça que je voulais dire. Je voulais pas dire que... Voilà, non mais c'est bien d'essayer de débattre, hein. C'est bien. Vous faites l'effort d'essayer d'apporter des trucs. Mais réfléchissez un peu quand même. Après c'est peut-être moi, je suis peut-être trop évasif sur certains trucs. Ou alors j'explique trop et je perds les gens, je sais pas. Ou alors il y a un peu de teubé dans le lot, c'est possible aussi, hein, je sais pas. Mais voilà, c'est pas une critique en soi, c'était juste une réflexion autour du fait que peut-être que il y a un peu trop de romance en même temps, et peut-être que bah c'est pas forcément ce qu'il y a de plus intéressant à faire avec ces personnages. Après j'en sais rien, je suis pas l'auteur, j'ai pas lu le manga, je sais pas comment ça va évoluer tout ça. Mais moi j'arrive, je vous pose des réflexions. Voilà, réfléchissez un peu avant de me contredire. Mais c'est bien de faire l'effort, d'essayer de... Voilà, bon, non, je vais passer à l'épisode. Alors, cet épisode était très attendu, hein, on me l'a beaucoup vendu dans les commentaires, parce qu'on en a rien à foutre du fait que j'ai pas lu le manga, on me spoil allègrement, on me dit « Ouais, dans le prochain épisode, t'es pas prêt, va y avoir Escanor, Press the Sun, lors de je sais pas quoi, le péché de l'orgueil et tout ce que tu veux, ça va être ouf, ça va être malade !» Alors, est-ce que c'est ouf, est-ce que c'est malade dans une certaine proportion? Oui. Est-ce que l'épisode était ouf malade? Non, je suis désolé. Alors, c'est pas parce que j'ai été trop hypé, hein. J'étais pas hypé, c'est vraiment que ça m'a le truc genre j'étais trop hypé, du coup j'étais déçu. Je ne fais pas partie de cette espèce de gens qui, sous prétexte qu'ils sont trop hypés, vont être déçus. Non, moi c'est pour ça que moi le spoil ça m'atteint pas tant que ça, parce qu'en fait, j'attends toujours de voir par mes propres yeux avant d'avoir un avis. Donc je me dis pas, oh ça va être génial, ça va être génial, ça va être génial, ou ça va être nul, ça va être nul, ça va être nul. En tout cas j'essaye, parce que je suis humain, donc forcément ça m'arrive, mais j'essaye de pas prendre en compte mes attentes quand je regarde quelque chose. Pas trop en tout cas, enfin pas pendant que je regarde, après peut-être, mais... Enfin t'as compris ce que je voulais dire. Donc je m'attendais pas forcément à être, subjugué ou quoi que ce soit, et en fait il y a eu plusieurs trucs qui m'ont sorti de l'épisode, qui m'ont peut-être empêché de kiffer. Déjà je trouve qu'il y a des raccourcis, des facilités scénaristiques dans cet épisode un peu indignes
indigne de ce qu'on a eu jusqu'à présent dans Nanatsu no Taizai. Parce que là, c'est trop facile, c'est-à-dire que il y a trop de coïncidences. Du coup, moi, ça me sort du récit. Quand il y a trop de coïncidences, c'est pas possible. Comme par hasard, Ban, il est à l'autre bout du pays. Il est poursuivi par les 10 commandements. Il est à moitié KO avec sa gonzesse moitié KO. Et là, t'es en train de les porter avec galère. Et boum, comme par hasard, il y a une grotte. Et comme par hasard, au fond de la grotte, et ben, t'as Escanor qui tient un bar. Comme par hasard, putain. Qui sait qui va foutre un bar au fond d'une grotte au milieu de nulle part? Déjà, ça n'a aucun sens, le délire, tu vois. Bon, bref. Ils arrivent. Bon, là, je fais un peu le résumé de l'épisode, mais parce que pour expliquer en quoi je trouve ça pas crédible pour un sou. Comme par hasard, les méchants arrivent, ils embêtent le petit monsieur parce qu'il est tout petit. Et comme par hasard, bah, ils attendent le lever du jour. Alors qu'ils auraient pu régler l'histoire en 5 minutes, mais non, on va boire un coup, on va... Alors, tu vas me dire, oui, mais parce que c'est rigolo, d'accord, ok, c'est rigolo, c'est léger, mais ils auraient très bien pu buter Escanor et buter Ban et tout, et picoler après. Ça n'empêche rien, ils sont pas obligés d'attendre, voilà. Et comme par hasard, ils attendent le lever du jour, et là, au lever du jour, bah ça y est, je me transforme en espèce de colosse. Escanor, presse de sun, machin du soleil, sunshine mon cul, et je vous défonce la gueule. Je trouve que c'est un peu fort de café, là, dans un seul épisode. Ça tombe un peu à point nommé. Je trouve ça un peu facile. Et Seven Deadly Sins m'avait habitué quand même à être un peu plus subtil dans son écriture, dans le déroulement des trucs. Or oui, c'est qu'une histoire finalement, c'est un peu rigaud drôle si tu veux d'avoir choisi ce déroulement-là, mais quand même, c'est un peu gros. C'est un peu gros pour moi et ça m'a vraiment empêché de kiffer la badasserie de l'épisode parce que j'ai trouvé ça un peu grotesque en fait. Ouais, surtout que vraiment jusqu'ici on a vu des rebondissements un peu sympathiques, un peu recherchés quand même. Là c'est vraiment la facilité, j'y ai pas cru une seule seconde. Alors après c'est sûr, le personnage d'Escanor est très cool. Enfin il a l'air très cool pour peu qu'on connaisse. Le côté Mr. Jekyll, Dr. Hyde, plutôt sympa. Non, Dr. Jekyll et Mr. Hyde plutôt, l'inverse. Plutôt sympa. Bon on a souvent des personnages comme ça dans le genre de shonen, c'est pas... Voilà, Lunch sur DBZ, c'est un peu ça. Si tu veux, on va dire, oh, tu compares Lunch avec machin. Bah si, c'est le même délire. Donc oui, d'accord, le personnage a l'air sympa, avec ce côté double personnalité, le côté méga orgueilleux, méga surpuissant. Et même, j'ai un problème avec ce côté méga surpuissant. Alors, on voit bien qu'il est surpuissant, il y a la scène de son combat avec Galan, par exemple, est très bien trouvée. Pour le coup, Galan, il fait, oui, bon, on a fait un défi, donc t'es obligé de t'y tenir, sinon tu vas te changer en pierre à cause de mon commandement, tutti quanti. Donc Galan il fait non je vais rester, et puis quand il voit Escanor vraiment puissant, il se met à flipper sa race, et il s'enfuit, et il se retrouve en pierre. L'idée est géniale. Vraiment, pour montrer qu'il est balèze, mais juste avant je trouve qu'on en a beaucoup trop fait. On en a beaucoup trop fait, on a trop insisté sur oh là là il a une puissance de plus de 60 000 et ça continue de monter, oh là là. On en a trop fait, et le fait qu'en plus la situation dans laquelle il se trouve soit complètement grotesque, très peu probable, c'est une histoire, forcément c'est très peu probable, mais c'est pas crédible du tout. Et ben je trouve que ça a atténué le côté badass, le côté épique qu'aurait pu avoir l'épisode et ce que je pense que beaucoup ont pensé que l'épisode aurait. Alors je suis persuadé que ça marche beaucoup mieux en manga, ce qui s'est passé dans cet épisode. Mais là ça tombe à plat. J'ai eu envie de me marrer plutôt quand j'ai vu Escanor déballer la grosse hache et tout, en montrant qu'elle est lourde. Ça en a trop fait. J'ai pris ça un peu second degré, j'ai trouvé le personnage d'Escanor bien badass. Il m'a pas impressionné, en fait, je l'ai trouvé plus rigolo, un peu grotesque, un peu too much, que badass. Genre même le moment où l'autre a réussi à manger son âme, et puis en fait son âme elle le brûle parce que c'est son pouvoir, et que même en âme il a son pouvoir, du coup il s'en sort. T'as l'impression que le mec il est invulnérable, il est complètement cheaté, complètement invincible, et que ça en devient presque couru d'avance. Là j'ai eu l'impression de voir un peu Saitama, tu vois, le gars il est là, ouais bon... sauf que au lieu de s'en battre les couilles, le gars il est trop orgueilleux. Ouais. Bah, du coup il s'en bat un peu les couilles aussi, complètement même, mais plus genre, de toute façon je suis trop balèze pour vous, je suis le meilleur, je suis au-dessus de tout le monde, vous pouvez rien faire contre moi, donc vas-y viens, je te défonce, et j'en ai rien à foutre. Oh. Bah c'est fini, maintenant je vais aller me balader. Voilà, le mec est un peu too much, et je me demande si comment rendre ce personnage intéressant et pertinent dans le groupe des Seven Deadly Sins. Alors qu'il semble déjà à ce point surcheaté. Est-ce qu'il va paraître surcheaté tout le long du truc,
Ou est-ce qu'à un moment donné, ils vont tomber sur un gars qui va avoir un peu de répondant face à lui? Bon, ça va sûrement être le cas, je ne sais pas, je n'ai pas lu le manga, je le rappelle encore une fois. Mais voilà, cette entrée en matière pour Escanor, alors peut-être que c'était le but recherché, de le rendre marrant, de le rendre rigolo, de le rendre un peu too much. Mais si le but c'était de le rendre épiquement badass, genre on se chie dessus quand on sait qu'Escanor arrive, pour l'instant, en ce qui me concerne, c'est un peu raté. Alors après on a eu qu'un aperçu, hein. Il était même pas à fond de sa puissance, il en a rien à foutre de ce qui s'est passé, du délire. J'imagine qu'il va arriver en mode badassement épique, oula, un peu plus loin dans la série, je n'en doute pas. Mais pour l'instant, de ce que j'ai vu de cette entrée en matière d'Escanor, m'a pas spécialement emballé. Le personnage est rigolo, mais il est pas badassement épique comme on me l'avait vendu dans les commentaires. Bah après je m'attendais pas qu'il soit, comme j'ai dit, j'avais pas spécialement d'attente particulière. Mais au risque de décevoir, pour l'instant, le personnage d'Escanor, ben, il me laisse un peu indifférent. Il est rigolo, il est too much, mais c'est tout. Voilà. Donc voilà, cette semaine, on a eu un épisode surprenant quand même, parce que on était dans des épisodes plein de tensions, on finissait sur « ouais, la situation est critique ». On commence aussi cet épisode dans une situation vachement critique, et puis tout d'un coup, tout ça est désamorcé, d'un coup d'un seul. Et peut-être que c'est le format de l'épisode qui fait ça, c'est désamorcé d'un coup d'un seul, on voit juste les méchants en train de se taper une beuverie, de rigoler, comme par hasard, d'attendre le lendemain de la journée, le lever du jour, pour se décider à bouger leur cul. Du coup, on a vraiment une situation qui a été désamorcée d'un coup, et arrivé à la fin de l'épisode, bah, il n'y a plus aucune tension, vraiment. Voilà, si la nouvelle tension c'était censé être Escanor, bah pour moi c'est raté, parce que moi j'arrive à la fin de l'épisode, j'ai envie de dire, bon bah l'affaire est réglée, plus aucune tension, plus aucune rien. Qu'est-ce qui va me faire tenir pour aller voir la semaine prochaine? Qu'est-ce qui va me faire revenir la semaine prochaine? Bah je sais pas, j'ai l'impression que ça sonne pas vraiment comme une fin d'arc, mais il y a plus aucune tension. Voilà, il y a un nouveau personnage, point barre. Assez bizarre, assez surprenant comme tournure. Le choix est bizarre, je comprends pas trop le choix. Je verrai bien au fur et à mesure, hein, comme d'habitude, mais là pour l'instant je suis un peu pris au dépourvu. Je comprends pas trop ce qu'ils ont cherché à faire avec ce coup-là. Bon, après, là, j'ai enfin fini par tilter qu'il y avait des petites scènes post-génériques. Que j'avais pas tilté avant, moi je m'arrêtais au générique et puis basta. Le retour de Diane rentre dans le délire. Enfin, revient dans le délire. Bon, tant mieux, il était temps qu'elle revienne, mais on est encore dans ce... On met des sous-intrigues. Voilà, là, la nouvelle sous-intrigue, il y a Escanor. Là, il y a King qui revoit sa sœur aussi. Et là, on repart sur Diane. Du coup, on s'éloigne encore de l'intrigue des 10 commandements pour le coup. Et on n'a pas eu de nouvelles de Dreyfus non plus. Donc c'est un peu... Il y a beaucoup d'embranchements dans cette série. Hâte de voir quand tout ça va se rejoindre. Et il est peut-être temps que ça commence à se rejoindre. Parce que là, ça commence à faire un peu long. Cet arc des 10 commandements, si c'est juste pour les voir se jouer et puis après voir de la basse, en fait j'ai l'impression que ça va être, ils vont tous vivre leur petite aventure dans leur coin et puis à la fin ils vont venir se taper avec les méchants et puis voilà, comme ça on aura dit qu'il y avait des méchants. Donc moi j'aimerais bien, c'est bien, j'aimerais bien qu'on développe un peu ces méchants aussi, parce que là ils ont un trait de caractère chacun pour l'instant, donc c'est pas spécialement super intéressant, mais c'est cool, hein, c'est toujours cool à suivre. Mais là cet épisode je dirais moyen plus, voilà. C'est tout ce que j'ai à dire pour l'épisode de cette semaine. Comme d'habitude, tu balances ce que t'en as pensé en commentaire. T'évites de me spoiler s'il te plaît, parce que au bout d'un moment, ça casse les couilles quand même. Tu laisses des pouces, tu t'abonnes, fais ce que tu veux. Voilà, c'est bien, mais oui, tout à fait. Comme d'habitude, je remets une petite couche d'auto-promo. Dirty Cosmos numéro 1 et 2, le 3 arrive bientôt. Toujours disponible dans la description. Voilà, donc t'achètes, tu lis, puis on rigole. Je préviens aussi que ce week-end, samedi et dimanche, je serai à une convention sur Brest, une petite convention qui s'appelle Pénard Game. Je ferai quelques heures de dédicace. Donc si vous êtes sur Brest ou dans le coin, bah venez, ça va être sympa. Voilà, hein. Ouais, allez. À plus, dans le bus. Ouais. Eh oh, tu vas pas te barrer comme ça, hein. Tu vas laisser un pouce bleu, un petit pouce bleu, hein. Puis tu regardes aussi les autres vidéos, parce que voilà, tu t'abonnes. Ouais.